Alors, sans plus attendre, je donne la parole à Paul Louvel-Dubuc, qui est docteur en philosophie, chercheur en philosophie politique et en éthique à l'Espace Éthique, pour 10-12 minutes, s'il le veut bien. Ah oui, d'accord. Bonjour à tous. Alors, je suis évidemment très impressionné par la force des échanges qui se sont tenus jusqu'à présent sur cette question. Ça s'entend peut-être à ma voix. Donc, le titre de mon intervention, c'est « Quelle éthique pour la bioéthique ?» Mais plutôt que de répondre à cette question générale, j'aimerais voir comment la question de l'intersexuation nous invite à y répondre et quelles leçons pour l'éthique nous pouvons éventuellement en tirer. Première question à poser, c'est comment se fait-il que l'intersexuation ait été ainsi pathologisée? Comment se fait-il que l'assignation des enfants à un sexe ait été, en France et partout dans le monde, une pratique courante, c'est-à-dire une pratique plus ou moins éthiquement tolérée? C'est à mon sens la question principale. Comment expliquer cette tolérance à l'égard de pratiques intolérables? Comment expliquer que dans un pays dont monsieur le député Mbaye a rappelé l'importance qu'il confère à l'égalité des droits humains, de telles pratiques aient été tolérées? Quand bien même cette situation venait à trouver une issue législative, venait à évoluer sur le plan législatif, il est à mon avis fondamental de répondre à ces questions. Ce que je voudrais défendre, c'est que la faille ne se situe peut-être pas seulement dans la loi, ni même seulement dans son application, mais paradoxalement dans une certaine façon d'appliquer la règle du consentement. Autrement dit, dans une certaine conception de l'éthique basée sur le consentement. Première remarque, on le voit bien ici, la règle du consentement n'a pas empêché la violation du droit des personnes. Les parents des enfants traités pour leur intersexuation ont en effet consenti au traitement qui est proposé à leurs enfants. Toutefois, là où un problème éthique se pose, c'est qu'ils ont consenti sur la base de l'idée que l'intersexuation est une maladie, qu'elle expose à des difficultés psychiques et sociales, et sur la base de l'ignorance des implications de cette intersexuation. Nous pourrions dire ici que le consentement est biaisé dans ce cas particulier. Néanmoins, c'est une interprétation contestable parce qu'après tout, pendant fort longtemps, l'intersexuation a été considérée comme pathologique par le savoir médical établi, notamment par le DSM, et en ce sens, l'information transmise a été conforme au savoir médical établi. Le problème ne réside donc pas dans l'information transmise, mais en amont, dans la constitution du savoir sur l'intersexuation et la mainmise du savoir médical sur l'objet que constitue l'intersexuation. Comme l'homosexualité et la transsexualité par le passé, l'intersexuation a été considérée comme pathologique, alors même que des associations de personnes concernées nous disent qu'elles ne sont pas malades. Là est le vrai problème, c'est un problème de justice épistémique. Cette mise au point permet, au fond, d'élargir la responsabilité éthique. Plutôt que de reprocher aux praticiens de tourner le dos à un savoir constitué par leur pairs, il nous faut nous interroger sur la responsabilité de la société tout entière, incapable de faire dialoguer entre eux différents savoirs et points de vue sur l'intersexuation. Plus fondamentalement, c'est la notion même de consentement informé qui est en cause, dès lors que l'information est conçue comme la transmission descendante d'un savoir, transmission unilatérale du corps médical vers les profanes. La notion même de consentement libre et informé pose deux autres problèmes, outre son unilatéralité. Le consentement charrie avec lui une contrainte, celle de devoir choisir. Cette dimension problématique du consentement est aussi particulièrement manifeste dans le cas de l'intersexuation. Demander leur consentement aux parents des enfants intersexués revient à les forcer à accomplir un choix irréversible et décisif. Autrement dit, on décide à la place des gens qu'il leur faut décider quelque chose. On leur impose la nécessité d'un choix, celui d'assigner ou non leur enfant à un sexe. Mais il y a quelque chose de paradoxalement paternaliste dans cette proposition, surtout lorsqu'elle concerne les personnes qui ne se considèrent pas comme malades. Dans ce cas-ci, le consentement est d'autant plus contraint que les personnes concernées elles-mêmes subissent des opérations à un âge où, on l'a vu, elles n'ont pas la capacité de décider. Dernier problème propre au consentement, le consentement est toujours biaisé, structurellement biaisé, puisqu'un choix est toujours réalisé dans un certain contexte social. Dans une société où les personnes intersexuées sont pénalisées, l'éventail des choix est d'emblée restreint. L'alternative se résume à accepter l'assignation sexuelle ou à accepter la marginalité de l'intersexuation,
dans une société où la notion de genre reste enracinée au plus profond de nos imaginaires. Il faut noter ici que l'assignation sexuelle est souvent justifiée par un argument pervers, selon lequel elle viserait à prémunir les enfants contre de futures difficultés d'insertion sociale. Plutôt que de changer le regard social lui-même, on fait ainsi le choix de s'adapter à ce regard social. Le même argument fallacieux se retrouve chez les opposants à l'AMP pour les couples et l'adoption d'enfants par des parents homosexuels. Ce serait, dit-on, pour protéger les enfants de la stigmatisation que le maintien de l'interdiction aurait un sens. Mais c'est prendre le problème à l'envers, c'est précisément parce que les enfants sont assignés à un genre ici, et parce que l'intersexuation n'a aucune visibilité sociale, que les personnes intersexuées subissent cette stigmatisation. Où est-ce que je veux en venir en évoquant ainsi les pièges contenus dans la notion de consentement ? Non pas bien sûr à remettre en cause la nécessité du consentement, il est évidemment indispensable que ces interventions puissent être réalisées avec le consentement des personnes concernées. Il s'agit plutôt ici de pointer les mésusages possibles de cette notion et son insuffisance. Ce qui conduit à poser la question contenue dans le titre de l'intervention, quelle éthique pour la bioéthique contemporaine ? Une éthique qui se baserait uniquement sur le consentement libre et informé adopte un positionnement d'arbitre, en adéquation avec le libéralisme politique. Son rôle serait d'accompagner les mutations culturelles et technoscientifiques en apaisant les désaccords et en visant le consensus. La politique se donnerait ici, à travers la bioéthique et ses multiples instances, un moyen efficace d'écouter la société, d'en anticiper les mouvements intimes, pour garantir l'acceptabilité des techniques et des pratiques nouvelles. Il ne s'agirait pas de dire le bien, mais de faire coexister les conceptions du bien. En lui-même, cet objectif est louable, mais si l'éthique ne vise qu'à trouver un consensus, elle risque finalement de sombrer dans une logique du compromis acceptable, du mieux que rien, dans une logique de la résignation. Il n'est d'ailleurs pas anodin que le mot consentement sonne à nos oreilles comme un acte de résignation. Le consentement n'est pas un acte d'affirmation positive d'un désir, mais plutôt un acte par lequel on entérine une situation. Cette logique de la résignation ne conduit pas à lutter contre la non-reconnaissance du point de vue des personnes intersexuées, ni contre les injustices sociales qu'elles subissent. Je conclurai en disant que l'éthique, et ici la bioéthique, ne doit pas seulement être un arbitre. Elle ne doit pas se réduire à être l'antichambre de la loi. Elle ne doit pas se réduire à préparer un consensus social. Je défends pour ma part l'idée que la bioéthique ne doit pas seulement garantir les conditions d'un consentement libre et informé, ou les conditions d'un consensus social, mais qu'elle doit lutter contre les dominations exercées à l'encontre de certaines formes de vie ou de façons de penser. Le philosophe Philippe Petit défend l'idée que le consentement ne garantit pas la liberté humaine. L'esclave peut en effet parfaitement consentir à être un esclave. Défendre la liberté, c'est défendre des relations humaines dénuées de domination, c'est-à-dire dénuées d'une interférence arbitraire sur les choix et les conséquences de ces choix. En conclusion, donc, 2 points. Ce qui, à mes yeux, pose problème, c'est l'insuffisance du consentement, bien que le consentement soit nécessaire, évidemment. Quand bien même il sera donné aux enfants la capacité de consentir à un âge où ils le peuvent, et c'est crucial que ce le soit, la capacité à refuser ces interventions, le débat éthique sur l'intersexuation devra se poursuivre. Seconde conclusion, au-delà de cette visée fondamentale d'une transformation de la loi, l'éthique doit mettre en confrontation des savoirs et des croyances pour les mettre en question. Elle doit pousser dans leur retranchement les convictions les mieux établies, sans quoi elle arrivera toujours trop tard. Je vous remercie.